pour éviter, voilà, pour bien faire, ce serait super pendant la pause de porter votre badge West Web Festival. Voilà, juste une petite chose. On va commencer par la Startup Battle. Sébastien. C'est reparti. Deuxième demi-finale. Les musiciens sont partis se restaurer parce que ce midi, il y avait une grosse répétition. Et avec Géraldine Lemeur. Avec Géraldine qui vient de San Francisco. Allez, on l'applaudit. Ouais. Merci Géraldine. Bon, tu vas intervenir juste après la battle, si je ne dis pas de bêtises, en tant que conférencière. Est-ce que tu peux dire tout de même qui tu es, ton pédigré en 1 minute? En 1 minute, 20 ans la tête dans l'Internet, maintenant installé depuis 10 ans à San Francisco, et je monte un accélérateur qui s'appelle The Refiners pour aider des startups à devenir globales, cross-border, tout en restant en France. Voilà, on peut applaudir Géraldine. C'est un visage de l'Internet français. Donc, on va appeler les 2 startups pour cette dernière demi-finale. Donc, je demande à Miam de venir nous rejoindre sur scène dans le ring en l'applaudissant, et à Livemon. Marc est là, ok. Allez, c'est parti les gars. Et c'est quand même mieux avec de la musique, mais on va faire sans. Est-ce que l'on a du coup pour Livemon la petite vidéo pour resituer? Miam, c'est ça? Miam, il n'y a pas de vidéo, il y a juste une petite animation. Donc tu as 1 minute 30 de pitch pour parvenir à convaincre Géraldine. Super. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, Miam, qu'est-ce que c'est? Miam, c'est une application qui répond à un problème auquel j'étais moi-même confronté. Je suis un grand gourmand, j'adore aller au restaurant et malheureusement, à chaque fois que je m'installe à une table, je rencontre le même problème qui est de savoir quoi choisir parmi tous les plats qui sont proposés à la carte. Comme beaucoup, je pense, j'ai mes petites astuces. Je regarde à droite et à gauche les plats choisis par mes voisins. Est-ce que ça a l'air bon? Est-ce qu'ils ont l'air d'aimer ça? Mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours et je suis régulièrement déçu. Pour remédier à ce problème-là, j'ai créé une solution qui s'appelle Miam et qui référence l'ensemble des plats proposés dans les restaurants en permettant aux utilisateurs de les noter et d'y ajouter une photo en seulement un clic. L'objectif, c'est qu'en arrivant dans un restaurant, vous puissiez accéder instantanément au menu avec photos et notes des utilisateurs pour vous projeter dans votre assiette et savoir ce qu'il faut absolument goûter. Voilà. Ok, merci, on peut l'applaudir pour ce pitch. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo de Livemon pour bien comprendre, vu que c'est très technique comme solution? Bienvenue chez Granulou, la start-up de David et son équipe. Leur produit? Des granulés sans gluten pour poissons rouges livrés à vélo dans l'heure. Brenda s'efforce de promouvoir le site, mais ses utilisateurs se plaignent de lenteur et de bugs. Les clients sont lassés et les ventes plongent. C'est la panique. Steve, le développeur, est certain que son code n'est pas en cause. Mike, l'administrateur système, est confiant dans ses serveurs. Soudain, le site web devient inaccessible et la start-up ne peut plus vendre. Steve et Mike ont bien reçu une alerte, mais n'ont pas la moindre idée de l'origine du problème. Pour reconstituer l'historique des événements, Steve fouille tant bien que mal les journaux d'erreurs, tandis que Mike essaye d'interpréter les indicateurs des serveurs. Quant à David, il est pris en tenaille entre ses investisseurs, ses clients et son équipe. Avec Livemon et son service de monitoring tout en un, la start-up est sereine. L'intelligence artificielle présente dans Livemon prédit la majorité des problèmes avant qu'ils n'impactent le service. Les équipes ont ainsi le temps de les résoudre dans le calme et la bonne humeur. La centralisation automatique des journaux et logs facilite le travail des équipes. Le monitoring tout en un de Livemon permet de renforcer la cohésion des équipes en facilitant la communication et la vue d'ensemble. Brenda peut vérifier la qualité de service grâce au monitoring externe et se concentrer sur la promotion du site. Steve est informé de la bonne exécution de son code. Mike bénéficie d'une vision d'ensemble de son infrastructure. David apprécie la sérénité retrouvée dans son équipe. L'équipe se donne à 300% pour résoudre les challenges du quotidien et à en faire la prochaine licorne. Merci. 30 secondes pour toi de pitch en plus, vu que tu avais ta vidéo. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'idée de Livemon, en fait, c'est de résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent. On a beaucoup parlé de la big data. Moi, le problème que j'ai toujours eu en tant que CTO, c'était le monitoring. Il
il n'y a aucune solution de monitoring qui fait du vrai prédictif, alors que dans la plupart des cas, on est capable de prédire les pannes sur les serveurs avant qu'elles arrivent. Les disques durs, on voit toujours des petits signaux qui vont avoir un problème, les applications aussi. On est capable de donner un délai aux gens en leur disant ça risque de planter dans les 5 heures à venir, etc., pour leur donner le temps de gérer la panne avant qu'elle n'arrive. Voilà. Donc c'est l'idée de LiveMon et on a regroupé tous les outils de monitoring en un. J'ai pas franche avec moi pour le petit gong. On est en demi-finale, hein, ça rigole pas. Alors, Géraldine, le pitch sur le fond, sur la forme, qu'est-ce que tu as préféré, à qui tu décernes un premier point? Le premier point, je crois que c'est parce qu'on n'a pas déjeuné à midi, alors peut-être il va aller sur Miam, sur la forme et sur le côté sympathique d'aller chercher. Allez, premier point du coup pour Miam. Allez, on peut les encourager. On les applaudit. Allez, deuxième round. On part sur tout ce qui est market fit, donc adéquation produit-marché. C'est parti pour toi, Marc, sur LiveMon. 45 secondes. Donc LiveMon, on a lancé une première bêta l'année dernière qui nous a permis de faire un bon product to market fit. On s'est rendu compte qu'il y avait certains problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Un de nos clients qui est en bêta test est coté en bourse. On s'est rendu compte qu'il y avait des lois spécifiques qui protégeaient les données personnelles des utilisateurs. On a pu modifier un peu tout ça. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande pour une version on-premise qu'on a sortie également. Donc là, aujourd'hui, on sort une version 2 qui répond à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer justement lors de ce product to market fit. On a aussi commencé à mettre le pied un peu ailleurs en Europe. On a vu les problématiques. Les Allemands, par exemple, tiennent à ce que les data soient en Allemagne. Pour le reste, le service leur convient. On a fait une offre spécifique pour les US parce qu'on s'est rendu compte que le pricing français collait mal. Donc on peut faire une offre plus élevée là-bas. Top. Merci Marc. Alors, market fit côté Miam, donc adéquation produit-marché. C'est parti pour toi, 45 secondes. Alors Miam, c'est une application qui répond à un vrai problème, que ce soit du côté des utilisateurs, à savoir quoi manger, et du côté du restaurateur qui, lui, doit générer des réservations et amener du trafic dans son restaurant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 photos de plats qui sont publiées chaque seconde sur les réseaux sociaux, rien qu'en France. Et pourtant, il est toujours aussi difficile de savoir à quoi va ressembler le plat qu'on va commander. Donc nous, on a décidé de répondre à ce problème-là. Et il semblerait que l'engouement soit au rendez-vous. On a en quelques mois un peu plus de 700 bêta-testeurs. Et on a réuni une communauté d'un peu plus de 170 000 personnes sur les réseaux sociaux qui suivent le concept et attendent le lancement dans leur ville. Merci. Alors, Géraldine, à qui tu attribues le second point? Je crois qu'en termes de besoins, il y a vraiment sur LiveMon, donc je dirais à LiveMon en numéro 2. Ok, allez, on encourage les deux participants, un partout. Troisième round, on va parler du coup de l'équipe. À ton tour de commencer. Jonathan, sur Miam. Du coup, Miam a une belle ambition qui est de permettre au monde entier de trouver les meilleurs plats. Et qui dit belle ambition dit équipe de choc. Je me suis associé avec Olivier David et François Larvor, qui sont deux entrepreneurs bretons avec plusieurs succès à leur actif. Le dernier en date, c'est une start-up qui s'appelle MeWim, qu'ils ont fondée à Vannes et qui a été revendue à un grand groupe américain qui est d'ailleurs aujourd'hui coté en bourse. Avec Olivier et François, on a vraiment des compétences complémentaires. Moi sur la partie commerciale, Olivier sur la partie marketing et François qui est tout simplement un génie de la technique. Donc voilà, on se complète vraiment, on a une belle ambition et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir ensemble. Super. Allez, c'est parti pour toi, Marc, sur LiveMon, ton équipe. Donc sur LiveMon, on avait dès le départ une ambition globale. On a essayé de trouver l'équipe qui allait bien. On a débauché une directrice monde du programme Power, des serveurs d'IBM, qui nous a rejoint. Au board, on a également Rudy Carson qui a vendu sa société à IBM 1,3 milliard. Ça aide d'avoir des fois des bons conseils ou un peu de network. Ensuite, au niveau de l'équipe tech, on a travaillé en fait avec une équipe, on se connaissait déjà. On avait travaillé dans les startups précédemment. Il y a aujourd'hui 12 personnes, la société a 9 mois. On continue à recruter 2 personnes tous les mois. On cherche un community manager pour avoir des beaux tweets ici, s'il y en a un dans la salle, qui n'hésite pas à venir nous voir. Voilà. Ok, super. Géraldine, alors au niveau de l'équipe, laquelle tu préfères, LiveMon ou Miam? Je suis obligée là, un partout. Un partout. Bon, allez, très bien. Alors on enchaîne avec la question qui tue. Marc, sur LiveMon, une question pour Miam. Alors moi aussi, je suis un gourmet. J'adore aller au resto. Par contre, il y a beaucoup de restos où je vais. Les plats changent tous les jours. Comment tu adresses cette problématique?
Tout à fait, c'est une vraie problématique et la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on permet aux restaurateurs de mettre en avant leur plat du jour et du coup de modifier en permanence leur carte. Tout simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un restaurateur qui va proposer un plat du jour, ce plat du jour-là, il va être visible uniquement par les personnes qui rentrent dans son restaurant. Avec Miam, il va pouvoir en 1 minute prendre une photo de son plat du jour et ainsi le rendre visible auprès de toute la communauté qui est à proximité. Donc il y a un vrai gain d'échelle pour le restaurateur et voilà, c'est comme ça qu'on gère ça. Ok, Jérémy, question qui tue à Marc de Livemon. Aujourd'hui, nous, on utilise New Relic. Qu'est-ce qui ferait qu'on devrait passer chez Livemon demain? On est 10 fois moins cher. Là. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc moi j'étais utilisateur de New Relic, ça m'a agacé pendant des années, c'est un produit que je ne peux pas voir, ils ont multiplié les prix par 5 du jour au lendemain, ça fait une certaine frustration, c'est ce qui m'a décidé à lancer Livemon, et deuxièmement, ça ne fait qu'une toute petite partie du monitoring, ça va faire une partie du monitoring côté applicatif. Moi je voulais aussi surveiller le reste du monitoring des serveurs, gérer les logs. Il n'y avait aucun produit sur le marché, c'est pour ça qu'on s'est mis, pendant 2 ans on a travaillé en sous-marin à 5 comme ça pour construire un produit qui réponde à ces problématiques. Donc je serais très heureux de t'offrir 3 mois chez Livemon. Bon, alors, qu'est-ce qu'en a pensé le public de cette battle, de cette demi-finale? C'est important. Donc, on commence par Miam. C'est parti. Ok, merci. Alors, maintenant, au tour de Livemon, go! A priori, pour le public, c'est long. C'est Livemon. Donc pour le public, je crois que la question qui tue s'est retournée, mais Géraldine, c'est toi qui Ah non, décide. moi je suis très démocrate, donc bravo Livemon. Merci. Bravo. On regardera pour Livemon du coup. Je peux pas prendre un gratuit, ça marche. sur le site. On regardera ça, ouais. Merci. Allez, on reprend. Les redouteurs sont toujours en train de manger. Bref. Et donc, la digitalisation, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi des secteurs qu'on a moins dans le viseur, y compris le Vatican, les textes bibliques. Et l'équipe avait envie d'inviter Nicolas Chatin, qui dirige un projet au sein d'HEC, je crois. Nicolas, je ne sais pas si tu es là. Voilà, Nicolas, bonjour. Alors Nicolas, tu vas nous parler de la digitalisation de la Bible. Comment est-ce que tu gères ce projet-là? Pourquoi aussi? Bienvenue, on l'applaudit. Je te laisse la scène pour quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, je ne représente pas le Vatican. J'étais pas avec le pape François hier et je n'ai pas de soutane aujourd'hui dans ma valise, je suis désolé. Et je ne dirige pas le projet à HEC non plus, j'aimerais bien, parce qu'il nous donnerait plein de moyens, je suis sûr. Mais HEC nous a beaucoup soutenus, parce qu'effectivement, j'ai été HEC entrepreneur cette année. Et effectivement, on lance un projet de start-up qui est assez original, parce que contrairement à pas mal de start-up, on va voir les gens qui nous donnent de l'argent et on ne les convainc pas qui vont retrouver leur argent au final avec un peu de rentabilité, parce qu'on leur promet une chose, c'est que l'argent qu'ils nous donnent, ils ne le reverront plus jamais, et cette promesse, on la tient. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'engage sur un marché qui n'est pas en croissance, qui est en décroissance profonde à l'unanimité des acteurs depuis des années. Donc c'est un vrai défi. Voilà. J'entendais d'ailleurs Sébastien Bazin ce matin qui disait que chez Accor c'était difficile parce qu'ils étaient dans un projet qui avait 50 ans d'histoire, donc il y avait beaucoup d'inertie. Nous on a plus de 2000 ans d'histoire, donc l'inertie je ne vous raconte pas. Voilà. Alors c'est un projet qui est assez exceptionnel, qui est né, pas de ma petite tête, mais qui est né de frères dominicains à Jérusalem avec qui j'ai vécu pendant 1 an avec mon ami Elie qui est ici dans la salle. Oui, on a une idée un peu con, on a décidé d'aller vivre dans un couvent dominicain pendant 1 an pour étudier la Bible.
Quand j'ai dit ça à mes parents et à ma copine, ils ont tiré une tronche pas terrible. Mais on l'a fait. Et en fait, ces dominicains ont décidé en 2006 de se servir d'Internet pour traduire la Bible et pour l'annoter dans plein de catégories. Pourquoi faire ça ? Parce que traduire une Bible, ça prend 10 ans normalement. Donc d'abord, ils ont décidé de l'annoter et l'année dernière, ils ont commencé à la traduire. Ce qui fait qu'on aura une Bible traduite à la fin de l'année, alors que d'habitude, ça prend 10 ans, parce qu'il faut, pour traduire la Bible, un spécialiste de l'hébreu, un spécialiste du grec, un spécialiste du syriaque, un spécialiste du copte. S'il y en a dans la salle, ils peuvent lever la main. Donc c'est difficile de réunir toutes ces compétences dans un seul endroit pour traduire un même texte. Sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, on a voulu annoter la Bible dans tout un tas de catégories. Donc on a voulu voir comment le judaïsme avait interprété la Bible, comment elle avait été peinte par le Caravage ou Rembrandt, comment elle avait été interprétée en musique par Leonard Cohen ou par Bach, Mozart et consorts. Donc voilà, on a voulu faire une annotation assez globale, comment les musulmans l'ont interprétée, comment les théologiens, les philosophes ont travaillé dessus et l'ont interprété pour donner voilà, toute la variété d'interprétations qui a été faite d'un même texte. Aujourd'hui, c'est un projet qu'on dirige, qui est un projet qu'on veut lancer pour le grand public. Alors pourquoi lancer un projet de Bible sur Internet pour le grand public alors que personne ne l'a dit ? Je vais vous donner un chiffre, enfin plusieurs chiffres. 30% des jeunes de ma génération, de 15-30 ans, j'ai pas 55 ans au cas où les gens en doutaient dans la salle, donc 15% des jeunes de ma génération, 30%, pardon, putain, 30% ont une Bible chez eux, 30% pensent que c'est une référence culturelle majeure et seulement 2% savent ce qu'il y a dedans. Quand on parle de Caïn et Abel à un jeune aujourd'hui, il se demande si c'est le dernier groupe électro qui va jouer aux vieilles charrues. Peut-être qu'il y en a, moi je ne les connais pas. Mais ils ignorent totalement que ce sont deux personnages majeurs de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire qu'il y a 28% de ces jeunes qui aimeraient lire la Bible et qui ne l'ont jamais lue. Ça, c'est un premier chiffre. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut savoir un peu lire les signes du temps, apprendre à lire des textes sacrés aujourd'hui, c'est peut-être devenu quelque chose de fondamental. Voilà, c'est peut-être devenu quelque chose de fondamental. Et donc, je pense qu'il faut non seulement donner aux gens l'occasion de connaître ces textes, pour qu'ils aient une culture de ces textes, mais aussi il faut leur apprendre à lire ces textes. Parce qu'un texte, on peut en faire une interprétation. Enfin, on peut le lire de manière littérale et appliquer un texte à la lettre, ou alors on estime qu'un texte, ça s'interprète. Nous, on pense qu'un texte, ça s'interprète. Parce que sinon, je peux vous dire qu'avec le Nouveau Testament, moi, quand dans le Nouveau Testament, il est écrit, moi je suis croyant, hein, quand dans le Nouveau Testament, il est écrit « tu ne regarderas pas la femme de ton frère en ayant un peu de désir, sinon t'as qu'à te crever les yeux, je peux vous dire que je serai déjà aveugle. » Voilà. Donc je ne fais pas une lecture littérale du Nouveau Testament, je l'interprète. Et donc nous, on pense que c'est intéressant de donner toutes les interprétations qui ont été faites et de montrer la richesse de ces interprétations. Parce qu'il y a un théologien allemand, Urs von Balthasar, j'aime bien le citer parce que ça fait une consonance toujours un peu sérieuse, Urs von Balthasar, déjà le mec qui s'appelait Urs. Eh bien, Urs von Balthasar, c'est un homme qui disait que la vérité est symphonique et qu'elle brille de 1000 feux. Et nous, on ne veut pas réduire la Bible à un feu qui brûle et qui éteint. On veut montrer qu'elle a irrigué la culture dans tant de domaines, qu'elle a permis de bâtir des cathédrales, qu'elle a inspiré Bob Marley et tant d'autres. Quand Bob Marley chante « Like a lion in Zion », il parle du lion de Juda et de la cité de Sion, qui est un terme répété plus de 1000 fois dans la Bible. Voilà. Donc on veut montrer que la Bible est riche d'interprétations, qu'elle est immense. Et donc pour ça, on va créer un produit pour le grand public. Et alors se pose une question, quel produit va-t-on créer ? Le livre La Bible, pour les libraires et pour les éditeurs, ça a été le succès du siècle, le livre le plus vendu dans le monde. Pour moi, c'est le plus gros échec du XXe siècle. Le livre le plus vendu et le moins lu, mais de très très loin. De très très loin. Donc se pose une question, est-ce qu'on va donner aux gens une espèce de pavé de 2000 pages par où ils ne savent pas commencer, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va lire en premier, comment on doit le lire. Nous, on pense qu'il ne faut pas leur donner accès à tout. On a une base de données d'annotation qui est immense.
On n'a pas envie que les gens se perdent dedans. Donc on va leur donner petit à petit du contenu. Et on a voulu partir sur un modèle le contraire de l'anthologie, qui est plutôt un micro-donation semaine par semaine. Donc on va faire une petite newsletter où une semaine, ils vont pouvoir découvrir comment la Bible, je sais pas, comment le sacrifice d'Isaac a été peint par Chagall, découvrir que dans le tableau de Chagall, le geste d'Abraham qui est en train de sacrifier son fils a pour les Juifs une résonance importante parce qu'ils ont vu dans l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale une répétition de ce sacrifice que l'ange n'avait pas arrêté, alors que les chrétiens lisent pas une lecture contradictoire, mais une autre lecture, et ils vont voir dans le sacrifice d'Isaac qui porte le bois de son sacrifice, la préfiguration de Jésus qui porte le bois de sa croix. Donc c'est intéressant de découvrir que les juifs et les chrétiens font une interprétation différente qui n'est pas forcément contradictoire. Donc voilà, je ne sais pas si ça intéresse des gens dans la salle, moi ça m'intéresse un petit peu. Voilà. Donc ça c'est une chose fondamentale. Alors on a mis une équipe en place pour ça. Au début on travaillait donc dans le cadre d'HEC Entrepreneur avec mon ami Elie qui est ici. On a Thibaut Boulanger qui nous a rejoint. Thibaut, c'est un type assez extraordinaire parce que moi j'ai vécu à Jérusalem et j'ai fait HEC, donc j'ai pas mal passé de temps dans le souk à vendre des tapis. Mais pour ce qui est de coder un site, je sais juste pas faire, j'ai même pas de smartphone. Et Thibaut, lui, est un garçon qui a vécu à New York pendant 2 ans. Il y a monté un site qui s'appelle Tsu, un réseau social qui a 5 millions d'utilisateurs, qui a eu 5 millions d'utilisateurs en 2 mois et qui continue à les maintenir. Ils ont une très belle entreprise. Il était CTO de ce truc qu'il a quitté pour nous rejoindre. Grâce à Dieu, il garde ses actions dans son entreprise tout en quittant ses fonctions opérationnelles. Et donc, c'est lui qui va prendre en charge le développement de notre site. Donc ça, on est très content. Et puis, on est en train de bâtir une équipe à Paris pour lancer un produit dès le 4 septembre. Voilà. Pourquoi, finalement, on fait tout ça ? Parce que il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Élie de Saint-Marc qui disait qu'un homme qui ignore son passé est un aveugle qui marche dans la nuit parce que le passé éclaire le présent qui tient en lui-même les promesses de l'avenir. Donc je crois qu'il faut vraiment et profondément aujourd'hui être, je vais continuer avec un petit peu de poésie, être comme des guetteurs, des veilleurs qui attendent l'aurore et qu'il faut savoir guetter les signes du temps et qu'il est temps de réapprendre à lire les textes sacrés pour ne pas qu'ils nous fassent peur et pour pouvoir affronter les défis de notre temps. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? On va prendre le temps, un tout petit peu. Je vais répéter la question, allez-y. C'est un projet que vous financez comment ? Projet financé comment ? C'est un projet qu'on finance aujourd'hui par le don. On a beaucoup de mécènes qui nous soutiennent. On a un comité de pilotage avec des gens formidables. Je suis très heureux parce qu'il y a Henri de Castres, Augustin de Romanet, René Ricol, Gonzague de Blinière qui ont accepté de nous soutenir et de nous piloter dans ce projet. Parce que je suis assez jeune et on est jeune et on n'a pas beaucoup d'expérience. On est content de pouvoir compter sur leur expérience, et on a aussi des donateurs qui nous soutiennent, des fondations. On a une fondation juive, on a des fondations américaines, des fondations françaises, des mécènes particuliers, et on continue à faire comme ça. Et pour le business model à l'avenir, notre but c'est d'avoir un nombre suffisant de lecteurs qui soient prêts à faire des micro-dons de 1 euro, 2 euros, un peu comme sur Wikipédia. On ne réinvente pas le fil à couper le beurre avec notre projet. Une autre question ? Oui, j'ai une question. Je pense en plus elle est d'actualité. Est-ce que vous avez déjà une piste de diversification et est-ce que derrière vous ferez le Coran ? Alors, c'est une bonne question. Il y a 2 réponses là-dessus. La première, c'est qu'on a dans nos chercheurs qui traduisent et annotent la Bible, on a des chercheurs chrétiens, juifs, musulmans, athées, et que parmi nos catégories d'annotation, on leur laisse la possibilité de voir comment le Coran a interprété la Bible, comment il en a donné une vision. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je serais vraiment très heureux qu'un projet pareil puisse permettre aux musulmans de faire le même projet. Je pense qu'il faut absolument que ce soit
des musulmans qui portent ce projet parce qu'ils le porteront beaucoup mieux que moi et j'espère qu'ils le feront et on peut les accompagner, les aider, les conseiller. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. On va rester dans les convictions et on va tout de suite accueillir Patrick Robin, Easy Life Premium. C'est ton aventure du moment. On l'applaudit? Merci. Patrick, il préfère le pupitre. Oui, parce que j'ai besoin de me référer à quelques notes. Parce que je te présente en quelques mots. J'ai une petite mémoire. Tu me présentes? Oui, je te présente en quelques mots. Tu veux t'auto-pitcher? Ah non, pas du tout. Non. Qui connaît Patrick Robin? Oui. Pas beaucoup. Hein. Patrick, ça fait combien d'années que tu es dans l'Internet français? 1994. 94. Multi-entrepreneur, investisseur, business angel, trublion du web, empêcheur de tourner en rond, je trouve que ça te va bien. Tu as connu beaucoup d'aventures et aujourd'hui tu essayes de militer pour les e-marchands pour contrer un certain acteur qui s'appelle Amazon. Tu lances des alarmes, des alertes pour dire attention, il se passe des choses et je te laisse la parole, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Merci. En préambule, je voudrais dire que ce matin, quand je me suis levé, avec ce qui s'est passé hier soir, je me suis levé un peu avec des semelles de plomb et en me disant mais c'est à quel sens pour moi de venir ici pour parler de e-commerce après ce qui s'est passé. Et avec ce que je viens d'entendre, j'ai trouvé un sens et merci à Nicolas. Je sais pourquoi je me suis levé ce matin et pourquoi je suis venu ici. Alors, on va être un petit peu plus léger et on va essayer de jouer. Je vais vous demander un petit effort. Je vais vous demander qui parmi vous considère que c'est inadmissible, et vu ce que j'ai entendu tout à l'heure avec Antoine, je pense que vous devriez être nombreux à lever la main, qui considère que c'est inadmissible que les multinationales, que les GAFA ne payent pas leurs impôts en France quand ils ont une activité en France. Levez la main, faites-moi plaisir, j'espère que vous allez être très nombreux. Alors gardez la main levée, je vous promets, non, gardez la main levée, faites-moi plaisir, gardez la main levée. Qui pense que ça va finir par avoir un impact sur la disparition d'enseignes, sur la disparition d'emplois, sur la diversité de l'offre? Si vous pensez ça, gardez la main levée s'il vous plaît. Si vous ne le pensez pas, vous baissez la main. Voilà, il y a quand même pas mal de mains qui sont restées. Maintenant, juste une chose, uniquement ceux qui n'ont jamais acheté chez Amazon, vous baissez la main. Ouh, il y a beaucoup de menteurs. Ceux qui n'ont jamais acheté, vous baissez la main. Ceux qui ont acheté, vous la gardez levée. Ouais, allez-y. Je pense qu'il y en a plus que ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait, le paradoxe. Parce qu'on est tous comme ça. On est tous plein de contradictions. Et en fait, moi, ce que je pense... Alors, généralement, on se cache derrière, justement, ce que t'es notre droit au paradoxe. Mais en fait, ce n'est pas juste un droit au paradoxe. Et je pense que dès que nous sommes consommateurs, nous sommes tous égoïstes et opportunistes. Excusez-moi, voilà. Hop. Nous sommes tous égoïstes et opportunistes. C'est dès que nous nous retrouvons dans une situation de consommation, finalement, on oublie très vite ces valeurs, on n'est plus du tout aligné avec ces valeurs. Alors c'est déroutant, mais c'est comme ça. On est contre le travail des enfants, mais on continue à acheter des t-shirts et des baskets de certaines marques. On est désolé, on est triste pour ces familles et ces usines qui ferment, mais en même temps, on achète des écrans plats aux Chinois et des voitures coréennes. C'est comme ça, on est comme ça. Et puis, on sait bien que Amazon, même s'ils essayent de se racheter une virginité en ce moment, on sait bien qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Et puis, pourtant, on est 20 millions tous les mois à fréquenter leur site. Et puis, le pire de tout, c'est qu'on ne culpabilise pas vraiment. Non, on ne culpabilise pas vraiment parce qu'il faut véritablement être un super héros pour résister à Amazon. Imaginez, je veux dire, vous pouvez commander en un clic, vous avez accès à 200 millions de références, vous pouvez être livré gratuitement en 24 heures pour peu que vous soyez membre du programme Amazon Premium. Vous pouvez même être livré maintenant en moins de 2 heures à Paris si vous commandez sur Amazon Now.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, si vous avez un problème avec le moins de produits, le moins de livraison, etc., mais ils vous le remplacent immédiatement, ils vous remboursent immédiatement sans passer des jours et des jours à discuter avec le SAV, à devoir vous dire... Il faut être un super héros pour résister. Vous êtes d'accord avec moi? Et qui fait mieux? Pas grand monde, finalement. Pas grand monde. Et en fait... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Et comme en fait, on veut bien être citoyen, on veut bien être responsable, mais on n'est pas des super-héros. Alors, qu'est-ce qu'on fait tous? Eh bien, on achète, presque tous, on achète chez Amazon. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'avec un petit clic, on donne une grande claque à ses valeurs. Et effectivement, à ses bons sentiments et à ses bonnes résolutions. Et j'ai toujours, je suis un con, mais un consommateur. Donc il me sera beaucoup pardonné, Nicolas. D'ailleurs, il y a de nombreuses études en matière de neurosciences qui expliquent très très bien que finalement, on passe son temps à prendre des décisions qui sont à l'inverse de ce qui nous ferait du bien sur le long terme. C'est-à-dire à répondre finalement à des besoins immédiats, à des bénéfices immédiats, mais généralement, on prend des décisions qui vont à l'encontre de ce qui est bien pour nous sur le long terme. C'est bizarre, on est foutu comme ça. Et puis en fait, je ne culpabilise pas, surtout parce que je m'accroche à plein de bonnes raisons. C'est-à-dire, s'il faut, je me les fabrique, les bonnes raisons qui justifient effectivement que je fais ces mauvais choix. Et là, dans le cas présent, puisqu'on parle d'Amazon et d'Amazon Premium, dans le cas présent, c'est que finalement, on se dit, ouais, mais ils font super bien leur boulot, quoi, c'est vachement bien. Et puis, en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas tellement d'alternatives. Et je raconte toujours cette histoire. Si vous arrivez dans une ville, vous arrivez à Brest, et puis vous avez à un moment une bouteille de coca vide à la main, eh bien, si jamais il n'y a pas de poubelle dans Brest, si le maire il a préféré faire des ronds-points plutôt que de mettre des poubelles, eh bien finalement, vous avez beau être très respectueux de l'environnement, très écolo, très tout ça, mais finalement, vous allez poser votre canette de coca délicatement par terre. Et puis, vous n'allez pas culpabiliser. Non, vous allez être en colère après le maire. Vous vous déresponsabilisez, bien entendu. Ce n'est pas de votre faute. Et puis, si vous revenez dans cette ville, et puis que là, il y a des poubelles partout. Le maire a changé, depuis, il y a eu des élections, tout ça, le maire a changé. Il y a des poubelles partout. Et puis, vous posez quand même votre canette de coca par terre. Là, vous êtes juste un gros connard parce qu'on vous a donné le choix. On vous a proposé une alternative. Alors, j'écrivais récemment dans une tribune qui est parue juste la semaine dernière, un petit peu en réaction justement au lancement d'Amazon Now. Et quand je dis en réaction, ça ne veut pas dire que je suis contre. Je dis simplement attention. Attention. J'écrivais que Amazon Premium et Amazon Now allaient être la pelle et la pioche qui allaient enterrer de nombreuses enseignes. C'est un peu violent, j'en conviens. Et que le 16 juin, puisque date à laquelle a ouvert Amazon Now à Paris, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Amazon Now, mais faites Google. Le 16 juin, je pense que ça restera une date dans l'histoire du commerce français. Ce sera, à mon avis, une sorte de Black Friday. On lira ça dans les livres d'histoire. Et je pense que c'est une date, bien sûr, à marquer d'une pierre blanche pour les consommateurs, parce que c'est un vrai service pour le consommateur, mais à marquer d'une pierre noire pour beaucoup d'enseignes, à mon avis. Et Jeff Bezos, que moi j'appelle l'alchimiste, je pense que cette pierre, il ne va pas la transformer en pierre philosophale, ou en tout cas en pierre philosophale pour lui, mais sûrement en pierre tombale pour beaucoup d'enseignes. Et c'est ça que je racontais dans cette tribune, en tout cas si on ne fait rien et si on ne réagit pas très très vite. Alors laissez-moi vous rappeler juste quelques chiffres très rapidement. 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires d'Amazon aujourd'hui. C'est 2 fois plus que le chiffre d'affaires de tout le e-commerce français hors tourisme. C'est le chiffre d'affaires, c'est le double du chiffre d'affaires de 180 000 sites de e-commerce français, hors tourisme, encore une fois, je le précise. 350 milliards. Vous savez ce que c'est, 350 milliards? Qui c'est? Bravo. C'est la valorisation boursière de Amazon hier. Il y a un an, presque jour pour jour, il y avait de grandes unes partout parce que Amazon avait enfin dépassé la valorisation boursière de Walmart. Un an après,
La valorisation boursière de Walmart est de 230 milliards de dollars versus 350 milliards pour Amazon. Je dis ça, je dis rien en même temps. 100 millions. Vous savez ce que c'est, 100 millions? Qui a une idée? Pardon? Qu'ils ne payent pas? Non, 100 millions, c'est le nombre estimé aujourd'hui de membres au programme Amazon Prime dans le monde. Sur ces 100 millions, il y en a 55 millions aux États-Unis, c'est-à-dire plus d'un foyer sur deux américain a un membre de sa famille membre d'Amazon Prime. Je peux vous donner encore un chiffre, 3 millions? 3 millions, c'est le nombre déjà de membres Amazon Premium en France. Ils ont démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Et ils seront, je vous fiche mon billet, ils seront plus de 5 millions d'ici Noël. 5 millions, vous allez me dire, ouais, mais bon, sur 36 millions de cyberconsommateurs, c'est pas si grave. Si, c'est grave. C'est pas 5 millions sur 36 millions de cyberconsommateurs. C'est 5 millions sur 9 millions de cyberconsommateurs qui font 80% du chiffre d'affaires du e-commerce en France. C'est plus de la moitié de ces cyberconsommateurs qu'on appelle les hyper fréquents. Donc oui, c'est grave et oui, il faut se réveiller. Je vous donne encore 2-3 chiffres et après j'arrête. 700 $. 700 $, c'est ce que dépense un client Amazon aux États-Unis. 1400 $, c'est ce que dépense un client Amazon Prime. C'est-à-dire 2 fois ce que dépense un client normal. Ça montre à quel point ce programme a un pouvoir de rétention phénoménal. C'est-à-dire que ça double le repeat business. C'est clair, c'est que à périmètre, enfin presque à périmètre constant, puisque le panier moyen est quasiment équivalent. Il est de 5,6% supérieur pour les membres Amazon Prime, normal, parce que ce sont déjà des gros clients. Mais ça double simplement le nombre de paniers qu'ils font dans l'année. Ça montre le pouvoir de rétention. Et si vous n'en êtes pas convaincu, j'ai aussi une étude de Business Insider qui a été faite il y a 1 an. Ils ont posé la question, ils ont dit, clients Amazon, qui se donne encore la peine de fréquenter le site de Walmart, de Toys R Us, de BestBuy.com, etc. Ils étaient, je cherche autour de moi s'il n'y a pas une bouteille d'eau, ils étaient 12%. 12% des clients d'Amazon fréquentent encore, font l'effort de fréquenter encore le site de Walmart. Quand vous êtes Amazon Prime, ce chiffre tombe à 0,9%. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes Amazon Premium, c'est fini. Vous êtes perdu pour le reste de la distribution, pour le reste des marques. Excusez-moi. J'ai presque fini, t'inquiète. Je vais terminer sur 2 chiffres qui ne sont pas rigolos. Je suis désolé, hein, moi je ne suis pas rigolo là. Je suis d'accord, je suis plutôt dans le truc alerte. 220, c'est le nombre de magasins que Walmart a fermé ces 6 derniers mois. Et 40, c'est le nombre de magasins que Macy's a fermé ces derniers mois. Donc oui, pour reprendre l'expression de Catherine Barba que j'adore et que je soutiens dans tout son discours, non, le magasin n'est pas mort, mais il ne va pas bien. Hein. Il va falloir se réveiller. Alors face à ça, quelle est l'attitude justement des patrons d'enseigne, des patrons de marque, etc. En fait, il y a 3 types d'attitudes. Il y a ceux qui sont dans le déni total. Ils sont debout, droit dans leurs bottes, sur le Titanic. Ils chantent la Marseillaise et ils disent « jusqu'ici, tout va bien ». Ça, c'est une grande majorité, je peux vous le dire, parce que je les rencontre tous les jours dans le cadre d'Easy Life Premium. Et puis, il y a ceux qui sont atteints du syndrome que j'appelle le « encore un peu ». Alors, le syndrome du « encore un peu », c'est peut-être eux les plus coupables. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer, ils se rendent compte que ça va plutôt mal, mais ils sont encore dans ce positionnement encore un peu de l'ancien modèle, encore un peu de notre position dominante, encore un peu de notre rente de situation, encore un peu... pas dire exactement toute la vérité aux actionnaires, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et vous qui avez fait beaucoup plus d'études dans la salle que moi, je suis sûr que vous avez appris en première année d'école de commerce ou de je ne sais pas quoi, on apprend le cas de Kodak. Oui, bien sûr, le cas de Kodak, c'est un cas emblématique. Kodak,
pour ceux qui n'ont pas fait d'études comme moi, je le rappelle, Kodak, pendant 120 ans, ils sont leaders de la photographie. Mais ce qu'on sait moins, c'est que dans les années 70, c'est les premiers à déposer des brevets de photos numériques. Et qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils les mettent au coffre, bien gentiment, bien sagement. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'y croyaient pas, pas parce qu'ils ne trouvaient pas le bon modèle, non, parce qu'ils voulaient encore un peu profiter de leur position de leader et de leur position dominante. Et malheureusement, un jour, encore un peu, un jour, c'est trop tard. C'est juste ballot, mais c'est comme ça. Et puis, la troisième position, alors juste à leur décharge quand même, hein, je ne parle pas à la décharge des patrons de Kodak, mais à la décharge des patrons qui réagissent comme ça, c'est que parfois il y a aussi une inertie énorme au sein même de leur entreprise et au sein des cadres de l'entreprise ou des ressources humaines de l'entreprise. Et puis, ce n'est pas toujours facile quand 100% de son chiffre d'affaires est réalisé par le modèle qu'on a toujours connu, même si c'est 80% d'ailleurs. C'est pas facile à un moment de dire à ses équipes, de dire à son board, eh ben maintenant on va mettre toutes les énergies, tous les investissements, toutes les ressources sur le futur. Mais au début, ça va être un peu dur parce que notre chiffre d'affaires va baisser, on va peut-être faire des pertes, etc. Il faut être sacrément burné pour faire ça. Et moi, j'en connais pas beaucoup qui ont eu ce courage. Il y en a un qu'on connaît tous, qui a eu ce courage à une époque. On a tous lu le livre, on a tous vu le film. Il s'appelait Steve Jobs. C'est sans doute un des rares qui a eu ce courage. Et peut-être, pour certains, moi je rappellerai quand même Jean-Marie Messier. Je sais que ce n'est pas toujours politiquement correct, mais il faut se souvenir que ce type a eu des couilles à l'époque. Et enfin, il y a la troisième position, c'est, heureusement, il y a quelques résistants. Ils ne sont pas nombreux non plus. Pour moi, je vois des gens comme Bompard, la FNAC, Darty, qui fait quand même 16% de son chiffre d'affaires dans le digital, des gens de Cdiscount. Et puis, comme on est en Bretagne, quand même, faut citer les gens de Leclerc aussi, qui font beaucoup de choses dans le digital. Il y a beaucoup de volonté. 1 milliard qui doit être investi sur 3 ans dans le digital, enfin beaucoup dans la logistique et puis la moitié dans le digital pur. Bon, voilà, il y a des résistants. Mais mon sentiment, c'est qu'ils se battent quand même un peu avec des arcs et des flèches contre un mec qui, lui, utilise à chaque fois la bombe nucléaire, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, lui, il a déjà 2 trains d'avance, de toute façon, et vous essayez de le rattraper dans l'innovation, mais il est déjà sur d'autres innovations. Voilà, je vais vite terminer parce que je pense que je suis un peu à la bourre, mais en finale, je ne sais pas s'il y avait, oui, EasyLife Premium, c'est quoi? Finalement, c'est juste la volonté de proposer une alternative à Amazon Premium. Moi, je ne dis pas il ne faut pas acheter chez Amazon. Je dis juste, je voudrais qu'on ait le choix. Et EasyLife Premium, ça propose le choix. Donc ça fait quoi? Ça essaye de réunir le maximum d'enseignes. On en a réuni déjà une quinzaine à peu près. Normalement, le pilote va se lancer à la rentrée. Et l'idée, c'est de dire, voilà, vous consommateurs, pour 49 € par an, comme Amazon, finalement, on n'est pas en dessous, hein, c'est le même prix qu'Amazon, vous allez pouvoir avoir les frais de livraison et frais de retour gratuits chez tous les marchands partenaires du réseau EasyLife. Voilà, c'est ça l'idée en tout cas. Et moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est un peu ça l'objectif de mes tribunes ou de ma présence ici avec ce discours, c'est juste de dire, moi je vous dis, je ne veux pas vous culpabiliser d'acheter chez Amazon. Moi aussi, j'achète chez Amazon, ça m'arrive. Je ne suis pas toujours aligné, moi non plus. Mais juste réfléchissons à qu'est-ce que je peux faire demain pour que le e-commerce, pour que le commerce en Europe, ce ne soit pas juste Alibaba, Amazon et Google Shopping. Je pense qu'on peut y arriver. Merci. Merci Patrick. Je propose qu'on te challenge un peu sur toutes ces questions à la pause qui a lieu dans quelques minutes. Je suis sûre que ça va faire réagir beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure Patrick. On lance 4 petites vidéos avant d'accueillir Grégory de Vic Dressing. On est en direct de la régie là. C'est quand le président du West Web Festival est venu me voir ce matin, il m'a dit
Glenn, j'ai perdu tes clés hier. Hier soir, j'étais pas au top de ma forme. Et donc voilà, donc comme l'ordinateur du West Web Festival avec la présentation était dans ma voiture, on a cassé ma vitre. Mais il y a de la joie. Et c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. C'est ça le pire. Il y a de la joie avec Frédéric. Salut. Alors c'est quoi ton dernier petit bonheur? Mon dernier petit bonheur, c'était quand je suis parti en vacances aux US avec toute la famille en A380. Et là, c'était génial. J'avais des enfants qui avaient les yeux comme ça. C'était un bonheur pour moi. Et franchement, je vous invite tous à aller voir iFlySUAT.com. C'est une dernière appli. Si vous aussi, vous voulez avoir un gros bonheur pour voyager en A380, allez-y. Et donc, il y a de la joie en A380. Il y a de la joie avec Frédéric. Salut. Alors c'est... Bravo. Ah non, il y en a une autre. Il y a de la joie avec Antoine. Bah moi, j'ai de la joie quand je passe des bons moments comme ça avec le président de la West Web Asso. Merci Antoine. Et il y a... Et il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie avec Oriane. Mon petit bonheur à moi, c'est d'apporter de la bière aux Digitals. Il y a de la joie. C'est ma préférée. Il y a de la joie avec Frédéric. Hey, et moi, mon petit bonheur, c'est quand j'entends la musique de Claude Barzotti, le Rital. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans les gestes. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et... Alors, il y en a d'autres sur Instagram, hein, Ladyblog. Donc, allez-y, c'est bienvenu. Grégory Salinger, CEO de Vid Dressing, qui va nous parler transformation digitale dans la mode et le luxe. Et digital aussi. Bonjour tout le monde. Je suis Grégory Salinger, je suis le président de Vid Dressing, qui est une place de marché dédiée à la mode et au luxe. Comment est-ce que je me présenterai? Je suis en fait un peu un routier du digital. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine, à la fois en tant qu'entrepreneur et à la fois en tant que dirigeant dans ce domaine. J'ai eu la chance de créer plusieurs entités. Une entité qui s'appelait Goa, qui était le service de jeux en ligne de France Télécom à l'époque. Créer un site de e-commerce qui était un peu novateur, précurseur à son époque, qui s'appelait Château Online, et ensuite travaillé pendant 10 ans pour Microsoft pour faire en fait de MSN un des tout premiers médias digitaux en France. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler de ma nouvelle aventure, avec Vid Dressing, et en fait je vais vous parler de la disruption dans le domaine de la mode. Donc dans le titre c'est écrit disruption à venir. En fait je vais pas mal vous parler de cette disruption qui est déjà maintenant, en tout cas, dans ce domaine. Et tout ça par le prisme, en tout cas, que je vis tous les jours avec Vid Dressing. Donc, bon, ça c'est le petit clin d'œil. Voilà, le futur, il est là. Donc ça, mais il n'est pas complètement distribué de manière équivalente. Donc ça, c'est une citation de William Gibson dans Burning Chrome, dans les années 90. Mais voilà, hier soir, à la fin des concerts, j'ai voulu appeler mon Uber au carré, et malheureusement, on m'a proposé un temps d'attente qui était de 4 heures. Donc j'ai trouvé que c'était un peu long. J'ai pas non plus la chance de pouvoir trouver un taxi, donc j'ai fait de la manière très traditionnelle. J'ai mis 45 minutes pour retrouver ma voiture. Donc ça, c'était juste un tout petit peu pour le clin d'œil. Donc juste
déjà pour démarrer sur le sujet, sur vide-dressing. Donc en fait, ce que je disais, c'est voilà, on a une place de marché, marketplace, dédiée à l'achat et la vente de vêtements de mode et de luxe pour femmes, pour hommes et aussi pour enfants. Donc par exemple, si vous avez une garde-robe qui est archi remplie de super accessoires, de super vêtements, et que vous n'utilisez plus, vous avez la possibilité de venir sur vide-dressing et de vendre ces vêtements, ces accessoires pour une commission très modique de 15%. Si vous cherchez des super vêtements, des super articles de luxe, vous pouvez venir sur vide-dressing. Vous en trouverez plus de 900 000 provenant de plus de 8 000 marques, donc ça va de Zara, Prada, en passant par Zadig & Voltaire. Aujourd'hui, on est le premier acteur dans notre domaine en France et on est un des tout premiers au niveau européen. On s'inscrit de plein pied dans l'économie de partage. Donc, je sais que ça a été un thème sur les 2 dernières journées. Qui ici n'est pas venu probablement avec Blablacar, n'a peut-être pas utilisé Drivey, n'a peut-être pas voyagé avec Airbnb. Voilà. Et donc nous, en fait, on est, on s'inscrit pleinement sur le vertical de la mode dans cette économie de partage, sachant que voilà, c'est un domaine qui connaît une croissance complètement exponentielle. On passe d'un marché au niveau mondial de 15 milliards de dollars à un marché qui devrait arriver en 2025 à plus de 330 millions de dollars. Donc cette disruption, en fait, elle est aujourd'hui aussi dans les usages. Et il y a eu un sondage, en tout cas une étude qui a été réalisée récemment, justement pour mesurer en fait l'évolution de la perception de cette économie de partage, de cette économie autour de la seconde main dans le domaine de la mode. Donc aujourd'hui, voilà, il y a 59% des femmes anglaises qui ont déjà acheté et vendu des articles de mode en ligne. Je parle des anglaises parce que le marché est en général un tout petit peu plus avancé que le nôtre sur des aspects de commerce. Il y a 57% des acheteuses françaises qui disent que c'est pour elles un moyen d'accéder, de s'offrir du luxe. On a aussi, par exemple, voilà, une évolution assez importante de la perception où 30% des Françaises se disent plus intéressées par la mode d'occasion qu'il y a 5 ans. Et 10% beaucoup plus intéressés. Donc on voit vraiment une évolution importante de la perception et de la manière de vivre la mode et en grande partie générée par cette économie de partage. Je dirais qu'il y a des raisons économiques, mais il y a aussi, je pense aussi des raisons voilà, plus éthique et en sous-jacent pour certains, même si ce n'est pas le plus grand moteur. Il y a des raisons, en tout cas, écologiques autour d'allonger en fait, la durée de vie des produits. Donc, évidemment, tout ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Et en fait, si on regarde un peu dans une vision historique dans notre domaine, avant les années 2000, les acteurs prédominants dans notre domaine, c'était les dépôt-ventes de coins de quartier, dépôt-ventes que vous pouviez trouver dans votre ville. Et ensuite, vous avez eu l'émergence d'acteurs généralistes comme eBay. Bon, un petit clin d'œil aussi à Le Bon Coin. Voilà, qui ont vraiment développé ce marché d'achat et de vente. Et notamment ont développé ce marché lié à la mode. Et ensuite, en 2009, en fait, vous avez eu l'émergence d'acteurs spécialisés tels que vide-dressing. Donc, en fait, l'histoire de vide-dressing, les histoires entrepreneuriales sont toujours liées à une histoire de personne. La société a été créée par une femme américaine
qui est venue étudier en France, qui a travaillé pour l'Occitane en Provence. Cette femme s'appelle Meryl Jom et elle a ensuite rejoint Chanel. Et donc elle travaillait un peu dans ce microcosme du luxe à Paris. Elle avait sa garde-robe qui était pleine. Et en fait, dans ce milieu du luxe, une manière de rémunérer les personnes qui ne sont pas très bien rémunérées, c'est de les inviter à des ventes privées ou de leur donner un certain nombre de vêtements gratuitement. En fait, elle voulait revendre ses vêtements et elle ne trouvait pas vraiment un site qui était vraiment adapté pour elle, pour la mode, pour le luxe. Et donc, c'est là où elle a eu cette idée de créer V-Dressing avec un environnement totalement dédié à la mode et un certain nombre de services et adressant un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas adressés par les acteurs généralistes. Donc, pour vous donner un peu un ordre de petite comparaison, et je toucherai aussi peut-être à une comparaison avec des acteurs généralistes, en fait, voilà, vous avez... Tout en haut, vous avez le dépôt-vente traditionnel. Il était évidemment limité géographiquement. La commission sur un dépôt-vente, elle est assez élevée. En général, un dépôt-vente prend quand même aux alentours de 40 ou 50%, ou fait 40 ou 50% de marge. Certains dépôt-ventes font très bien leur boulot, d'autres peut-être voilà, sont un peu moins scrupuleux. En tout cas, l'origine des articles n'était pas toujours très sûre et évidemment le choix était assez limité. Et en fait, à travers des acteurs comme nous, comme V-Dressing, aujourd'hui, voilà, on permet de faire sauter cette barrière géographique. Donc, on a une offre qui est globale, qui est accessible à tout moment sur tout device, y compris le week-end, etc. Une commission qui est très compétitive et je reviendrai là-dessus, un certain nombre de services, donc services autour de l'authenticité, parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment super important. On se souvient par exemple, des années 2000, des procès qui à répétition entre LVMH et eBay. Donc le sujet de l'authenticité, c'est vraiment un sujet important. Et donc nous, on a mis en place des solutions spécifiques dédiées pour garantir l'authenticité et un catalogue qui est particulièrement vaste. Donc aujourd'hui, avec les plus de 900 000 produits qu'on peut trouver chez nous. Donc après, avec un certain nombre d'autres services, un environnement évidemment qui est vraiment très dédié à la mode. Aujourd'hui, je veux dire, vous n'allez pas acheter un sac Céline ou un sac Hermès dans un Monoprix, même si Monoprix est quelque chose de formidable. Donc voilà, donc c'est comment est-ce qu'on arrive à créer aussi un environnement et un certain nombre de services qui sont très spécifiques à la problématique de la mode et du luxe. Un des moteurs en fait de notre développement, parce que la question c'est voilà, comment s'est passée un peu la relation entre des acteurs comme nous et les grandes marques, et comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps. Et sachant que les grandes marques, elles étaient super échaudées. Elles étaient échaudées par ces histoires de contrefaçon, notamment avec eBay. Et je dirais que pour nous, ça a été voilà, il y a eu une évolution, c'était une évolution par étapes. Et je dirais que un des aspects qui a été important pour nous, dès le début, qui a été une pierre angulaire de ce qu'on a fait, c'était un engagement très fort pour lutter contre la contrefaçon. Donc on a mis en place une équipe qui était dédiée de spécialistes de propriété intellectuelle, de juristes. On a été signataire de la charte contre la contrefaçon et on participe à des trainings avec les grandes marques. Donc ça a été un sujet qui a été... Donc ça a permis de rassurer en tout cas les grandes marques par rapport à des acteurs, comme nous. Après est arrivée une deuxième question qui est, oui mais tout ça c'est sympa, mais finalement vous nous bouffez notre marché, vous cannibalisez les ventes de neuf. Donc là, il y a quand même une grosse méfiance et en fait, on a été capable de démontrer que non, il y a peut-être un peu de cannibalisation, mais en fait, on ouvre et on crée un tout nouveau marché. Un marché, donc on fait grandir de manière conséquente la taille du gâteau.
Donc, pour vous donner quelques exemples, par exemple, voilà, les prix du luxe sur les 5-10 dernières années ont doublé. Or, on sait que le pouvoir d'achat des Françaises, des Français, des Européens n'a pas obligatoirement doublé sur les 5-10 dernières années. Donc, en fait, nous, on permet de quelque part de démocratiser un accès au luxe. Si on regarde il y a 10 ans, il y avait 2 collections par an. Maintenant, on est arrivé à 8 collections par an. Et évidemment, tout ça, ça demande des ressources. Et en fait, nous, on permet, et en plus, parce qu'il y a un changement de perception par rapport à la propriété. Avant, on était propriétaire du temps de ma grand-mère. Voilà, on avait les vêtements, et les vêtements étaient là pour durer une génération, et la génération devait pouvoir les donner à la génération d'après. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une culture de l'usage. Donc, en fait, on permet une rotation beaucoup plus importante des vêtements et des accessoires de luxe. Et donc, tout ça, et évidemment, il y a la valeur de revente. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, vous achetez un sac, ben, aujourd'hui, vous savez que vous pouvez le revendre. Et donc, du coup, ben, peut-être que vous pouvez acheter aussi, vous permettre d'acheter un sac peut-être un peu plus cher. Et donc du coup, voilà, il y a eu cette perception. Et donc maintenant, on arrive un peu à la dernière phase, qui est que voilà, maintenant, c'est comment est-ce qu'on met en place en fait des collaborations avec eux sur des aspects marketing et comment est-ce qu'on permet voilà, d'exposer des grandes marques à notre communauté de 1 million de personnes. Comment est-ce qu'on arrive à créer aussi un cercle vertueux entre le neuf et le seconde main. Comment est-ce qu'on arrive à s'insérer dans le cycle de vie d'un produit. Et donc voilà, donc par exemple, on a une très belle opération à la rentrée avec Castelbajac, où on va vendre sur V-Dressing une 50aine de pièces de collection de la maison Castelbajac. Donc voilà, donc ça c'est un peu sur là où on est. Juste pour finir, je voulais partager avec vous en fait quelques lignes de perspective, en tout cas que moi je vois, que nous on voit dans notre domaine, ou comment est-ce qu'elles peuvent s'appliquer dans notre domaine. Donc il y en a une qui est sur les usages, le mobile. Tout le monde parle du mobile, tout le monde dit que c'est super important. Pour nous, c'est vital parce que en fait aujourd'hui, 60% de notre trafic aujourd'hui, il vient par le biais mobile. Et pour nous, c'est le meilleur scénario d'usage d'un site tel que le nôtre. C'est beaucoup plus facile de mettre en vente un produit avec un terminal mobile. Vous prenez une photo, remplissez un petit formulaire. En 2 minutes, votre annonce, elle est postée. Et c'est aussi le meilleur aussi scénario d'usage si vous êtes une acheteuse ou un acheteur. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 4000 nouveaux produits qui sont mis en ligne tous les jours. Et en fait, c'est comment vous pouvez accéder à des flux qui seront de plus en plus personnalisés, qui vous permettront de trouver ces produits. Et ça, c'est un début, parce qu'évidemment, on parle de VR, TV, d'autres choses là-dessus. Mais le gros, la lame de fond est vraiment sur le mobile. Je vous ai parlé d'authenticité. Étant un domaine très important. Et là, il y a des technologies qui arrivent, qui seront assez disruptives dans notre domaine, dans le domaine de la mode et du luxe. Donc, blockchain, il y a une initiative qui s'appelle Everledge, qui travaille sur en fait, la traçabilité des diamants. Mais elle a commencé aussi à travailler sur la traçabilité des montres de luxe. Vous avez d'autres initiatives telles que Chronicle qui travaillent sur les chaussures de sport. By the way, Nike est une des marques les plus contrefaites que l'on puisse trouver. Et Chronicle voilà, travaille à insérer des puces RFID, en tout cas dans des baskets avec des fabricants. Donc, pour nous, c'est important parce que ça va effectivement permettre d'augmenter le niveau de confiance aussi qu'on peut avoir, notamment sur et la traçabilité sur l'achat et la revente. Troisième grosse évolution, c'est sur le machine learning. On parle beaucoup de big data. Pour nous, pour vous donner juste un exemple, c'est comment est-ce qu'on arrive à définir quel est le bon prix pour vendre rapidement un produit chez nous.
Nous, on collecte, on a des data, on a énormément de data, et comment est-ce qu'on arrive en fait à travers ces data, à faire évoluer ces data et être capable de proposer des conseils justement sur ces prix qui seront les plus précis possibles. Si vous le mettez à tel prix, vous avez 90% de chance de le vendre en 2 semaines. Si vous le mettez à tel prix, peut-être qu'il vous faudra 3 ans ou peut-être qu'il vous faudra 6 mois. Et dernière évolution, qui est non des moindres, parce que en fait, c'est vraiment la base de notre fonctionnement, c'est la communauté. C'est comment est-ce qu'en fait, on s'appuie sur la communauté pour enrichir notre service. Et notamment, on a mis en place un truc génial avec une boîte qui s'appelle Outtank, où en fait, on a recruté des personnes qui étaient très très engagées sur V-Dressing et qu'on appelle des ambassadeurs et qui répondent bénévolement aux questions que peuvent avoir des acheteurs potentiels ou des vendeurs sur le site. Ça, c'est un exemple. Mais pour vous donner un autre exemple, c'est comment est-ce qu'on va utiliser en fait, la communauté pour créer des nouveaux services. Donc, par exemple, vous souhaitez vendre des vêtements, vous ne souhaitez pas vous occuper de la vente de ces vêtements. Comment est-ce que, éventuellement, un membre ou une membre de la communauté peut venir chez vous et s'occuper de la vente de ces vêtements. Donc on voit beaucoup de services qu'on va pouvoir enrichir et sur lesquels on va pouvoir se développer. Et la dernière grosse évolution pour nous, c'est voilà, comment est-ce qu'on devient véritablement mainstream. Aujourd'hui, on a, disons, une communauté d'1 million de personnes. Nous, on estime qu'en France, il y a au moins 7, 8, peut-être 9 millions de femmes, si on s'arrête juste aux femmes, qui sont potentiellement intéressées par la mode et qui sont intéressées à accéder à la mode dans les meilleures conditions ou pouvoir aussi faire tourner leur garde-robe. Donc voilà, voilà ce que je voulais en tout cas partager avec vous sur ces évolutions du domaine de la mode et du luxe, un peu par la vision, en tout cas, qu'on a pu développer chez V-Dressing. Merci beaucoup, Grégory. Pareil, si vous avez des questions, Grégory est là pendant la pause qui a lieu maintenant. On va se retrouver en pause pour 15 petites minutes en musique. Dans 15 minutes, on continue le programme avec quelques petites surprises aussi. À tout de suite.